Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans OSE, observer, se former, évoluer. Je suis Benjamin Voris, formateur en prise de parole en public et comédien de théâtre d'improvisation. J'accompagne celles et ceux qui veulent mieux s'exprimer, mieux se faire entendre, mieux se réinventer. Dans ce podcast, on parle de ces moments où tout bascule. Ces déclics qui nous poussent à changer, à sortir du cadre, à oser, à se former pour avancer, pour transformer sa carrière et parfois même sa vie. Dans OSE, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui ont osé ce pas de côté, des personnes qui ont franchi ce cap, et aussi de ceux qui les ont aidés à le faire, formateurs, coachs, mentors. Des parcours inspirants, des virages audacieux, des histoires vraies. Ce podcast est proposé par Clermont School of Business, acteur clé de la formation professionnelle et continue, qui accompagne celles et ceux qui veulent évoluer, se transformer et donner plus de sens à leur parcours. Ici, on parle sans filtre, avec simplicité, parce que derrière chaque transformation, il y a une histoire. Et peut-être que celle d'aujourd'hui vous donnera, à vous aussi, l'envie de vous lancer. Eh ben bonjour Marion, bienvenue. Salut Ban, Ça va bien? Oui, très bien. Bien installé la Clermont School of Business? Bah écoute, les locaux sont géniaux, tout est beau, tout est neuf, donc on est bien. Tout est neuf, ouais, j'ai vu aussi en arrivant, c'est magnifique, super. Comment vas-tu aujourd'hui? Bah écoute, ça va très bien, le printemps fait son retour, donc généralement voilà, c'est le moment où on commence à tous ressortir de notre tanière hivernale. Exactement. Eh ben, écoute, je te propose qu'on plonge directement dans le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Et on va commencer par faire un petit retour sur ta carrière. Oui. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, laquelle? Alors, on va remonter un petit peu dans le temps. D'accord, ok. Ça va pas nous rajeunir, mais tu as été championne du monde de triathlon en 2002 et aussi membre des équipes olympiques en 2004 et 2008. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, ce qui t'a amené initialement vers le triathlon et aussi les moments peut-être forts de ta carrière que tu as vécu Alors, en effet, ça nous rajeunit pas. On a tous vu les Jeux Olympiques de Paris. Donc, c'était il y a aujourd'hui plus de 20 ans. On va dire que j'étais jeune à l'époque. Ça m'arrangerait. En fait, c'est rigolo comment je suis arrivée là. Rien ne me prédestinait au sport de haut niveau. Des fois, j'aime bien dire qu'en témoigne la cicatrice que j'ai sur la lèvre. Parce qu'en fait, la première course que j'ai faite, c'était une course à pied. Et au départ, en fait, j'ai trébuché. Je me suis éclaté le visage. Je me suis relevée, j'ai couru parce que je me suis dit que ma grand-mère serait inquiète si elle me voyait pas. Bon, elle m'a vu la tête pleine de sang. Je pense que c'était au niveau inquiétude, j'avais peut-être mal jaugé. Et en fait, je termine deuxième, mais en partant de la fin. Donc en fait, c'était déjà plutôt pas très bien parti dans l'idée. Et quelque part, en fait, c'était compliqué quand j'étais enfant parce que il y a toujours eu des gens qui ont eu des facilités. Je sais pas si t'as déjà vécu, mais ils travaillent bien à l'école, ils ont plein de copains. Ceux qui te disent j'ai raté l'examen et qui sortent j'ai eu 18. J'ai eu 18, voilà. Moi, si je rate, ça se voit. Ça se voit sur ma lèvre. Il y a plus de rouge sur la copie ou du rouge sur la tête, en l'occurrence. Et en fait, c'était compliqué. Et on a détecté en CE2 que j'avais des difficultés d'écriture, des difficultés de lecture. On a détecté une dyslexie. J'ai été ambidextre. Et après, plus tard, on a appris que j'étais HPE. Alors, je me fie toujours un petit peu avec ces diagnostics ou autres. Mais sincèrement, alors, HPE, tu peux nous dire c'est haut potentiel émotionnel. Ça fait pas de moi quelqu'un de plus ci ou moins ça, mais c'est plus une capacité à percevoir et ressentir les choses et cette déconnexion totalement dans le monde. Et finalement, le sport a été salvateur. C'est l'orthophoniste qui s'est dit que ce serait peut-être pas mal. Bon, peut-être pas la course à pied dans un premier temps. Après, je me suis mis à la natation, donc moins de risques. On pouvait juste prendre le mur au bout. Et en fait, dans l'idée, petit à petit, ça m'a permis de prendre confiance en moi, de me rendre compte que quand on faisait les choses, on est récompensé. J'ai vraiment axé cette chose-là. Ça m'a appris aussi la patience, la persévérance. Ça a été une très belle école de la vie. Ça m'a appris à gagner, ça m'a appris à perdre et à comprendre qu'il y a toujours des solutions. Quand ça n'a pas marché, c'est juste la solution pour recommencer. Enfin, trouver des solutions pour recommencer la fois d'après et la fois d'après. C'est une étape en fait. Ouais, c'est juste en fait ni plus ni moins que une source d'information pour l'étape suivante. Et petit à petit, les choses avançant, ça a été une grande ascension. J'ai été détectée par la Fédération française de triathlon pour la course à pied, donc je m'étais améliorée. De toute façon, en partant avant-dernière, ma marge de progression... La marge était plutôt là. Elle était énorme, quoi. Elle était énorme. Donc, ce qui est gratifiant au final. Ce qui au final, voilà, vaut mieux des fois partir de très bas. Et en fait, finalement, ça m'a permis derrière d'intégrer les équipes de France, un parcours junior très prometteur, très précoce aussi. Peut-être trop précoce, mais bon, en sport, quand ça arrive, on le prend aussi. On peut pas dire j'ai le temps, parce que on voit que le temps, des fois, on l'a pas tout le temps. Les carrières sportives, c'est court. C'est court, et puis il peut se passer des tas de choses. Il y a une carrière linéaire, ça existe rarement. Et donc, voilà, j'intègre les équipes de France olympiques. Des premiers JO à 21 ans seulement, donc 2004. Et derrière, en fait, le gros burn-out, le vrai burn-out du sportif.
sincèrement, la question qui je suis et pourquoi je fais ce que je fais, j'avais pas la réponse. Mais je crois que tout le monde se pose au moins 1 ou 2, 3 fois dans sa vie cette question-là, avec des cycles. Et là, à ce moment-là, je décide quand même de poursuivre dans le triathlon parce que je me dis, il faut que je trouve les solutions. Je suis toujours câblée assez solutions, hein. Et je me dis, il y a forcément une solution pour créer une performance plus épanouissante et plus respectable de moi. Parce que pendant des années, et je pense que c'est ce que vivent aussi beaucoup de personnes, j'ai répondu à ce qu'on attendait de moi, à ce que ma fédération, à ce que l'entourage, à ce que les sponsors, à ce que le club attend de moi, tel un bon petit soldat qui exécute, sans savoir si c'était vraiment mon mode de fonctionnement. Et donc c'est pour ça que ça a totalement craqué. Et ma deuxième partie de carrière, finalement, est ni mieux ni moins performante, mais au moins elle est beaucoup plus alignée. Et c'est comme ça que et plus intentionnelle dans le choix et plus respectueuse de moi, plus consciente. J'apprends à dire oui, j'apprends à dire non. J'apprends aussi à respecter les phases de repos, parce que moi j'étais un peu partie dans l'optique que plus j'en fais, plus je serai meilleur. Ce qu'on retrouve souvent, parce que le travail égale la récompense. Ça a été, je pense, une croyance qui m'a énormément aidé à un temps, mais qui a été aussi mon pire cauchemar pendant un temps. Et donc, je réajuste un petit peu tout ça. Je fais les Jeux Olympiques de 2008. Et puis après 2008, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je refais les Jeux de 2012? Et cette sensation d'avoir tourné en rond, d'envie un petit peu d'autres choses. On a la chance en triathlon d'avoir des circuits parallèles, notamment un circuit Xterra ou Alpha Ironman. Alors Xterra, c'est la version off-road du triathlon, c'est natation, VTT, trail. Et le format Ironman et Alpha Ironman, c'est le longue distance. Et c'est des circuits professionnels qui se font essentiellement, donc certes en Europe, mais beaucoup aux États-Unis. Et là, je décide de tenter l'aventure. C'est une aventure presque plus entrepreneuriale, on pourrait dire ça, parce que on n'a plus le parachute de la fédération, on n'a plus on est en totale autonomie. Ok, donc là c'est le côté je vole un peu de mes propres ailes et j'essaie d'explorer d'autres voies qui étaient peut-être pas celles qu'on m'a imposées au début et celle qui était, on va dire, le schéma assez classique. Okay. Voilà, c'est il y a pas de c'était mieux sur la main, je pense que ça a correspondu vraiment à ce que j'avais besoin, une structure fédérale, le pôle France, et puis après peut-être cette envie en fin de carrière de faire et de voir autrement et autre chose. Ok, ça c'est génial. Gros parcours professionnel, je veux dire. Oui, professionnel, sportif, parce que quelque part, une fois qu'on est professionnel, on était vraiment payé pour courir, pour le coup. Alors, il y a eu un événement qui était complètement indépendant de tes choix et de ta volonté, qui arrive en 2013. Ouais. C'est la découverte et le diagnostic d'une tumeur cérébrale qui, du coup, a mis fin à ta carrière professionnelle. Est-ce que tu es OK pour nous partager un petit peu ce qui s'est passé à ce moment-là? Si ça peut décliquer sur des personnes, tant mieux. En fait, alors déjà, on dit que les sportifs ont rien dans la tête. Il y avait un peu de monde, quand même. C'était pas vraiment le nombre, les habitants prévus. Je sais que j'ai toujours eu du monde dans ma tête, mais peut-être pas de cette nature-là. Et c'est vrai que en fait, c'est le 31 août 2013. Beaucoup de symptômes dérangeants. Je suis en pleine saison parce que je suis encore athlète de haut niveau. Et c'est presque dommage parce que j'ai l'impression que j'ai enfin acquis la maturité. J'arrive sur les courses avec à la fois cet état stress bien maîtrisé, émotionnel, je sens que j'ai la maturité, j'ai 30 ans, donc il me reste 4-5 ans de carrière internationale, je me dis ça y est. Oui, il y a la maturité physique aussi à 30 ans, c'est il y a la maturité, l'approche des grands événements, tout ça, et puis voilà, en pleine saison, le verdict tombe. Alors, c'est là où ça apporte une relativité énorme, c'est-à-dire que face à un diagnostic comme ça, les oui mais machin je verrai ou autre, c'est assez binaire, tu vas vivre ou tu vas mourir, c'est oui ou non. Et moi j'ai eu la chance parce que les traitements ont très bien fonctionné et ça se passe pas toujours ainsi. Donc voilà, j'estime que je remercie la vie parce qu'elle m'a donné l'occasion de continuer à jouer. Et donc en effet, là du jour au lendemain, tout s'arrête. Et faut reprendre un petit peu dans le contexte d'un athlète de haut niveau. Quand tout s'arrête, c'est tout s'arrête. C'est-à-dire que même si moi je gagnais très bien ma vie dans le triathlon, j'avais pu faire quelques placements en immobilier, mais pas de quoi être rentière ou pas de quoi assurer des générations non plus. Donc ça veut dire qu'en gros du jour au lendemain, tu perds tous tes sponsors, tu perds toutes tes primes, t'as rien, t'as pas de parachute, t'as pas de chômage, t'as le droit à rien. Et là tu te dis en gros, je suis à poil avec une tumeur au cerveau. Alors s'ensuit en fait les traitements, 8 mois de grands traitements. Alors paradoxalement, c'est là où l'entourage a peur, mais moi pas. Parce que en fait, je suis dans un tunnel en me disant, ok, toutes les 5 semaines, j'ai un cycle de traitement. L'idée, c'est d'arriver avec le corps le mieux réparé entre chaque traitement. Donc, un petit peu comme si toutes les 5 semaines, il y avait un dossard pour une compète. Et l'idée, c'est de bien récupérer, bien se préparer, et ainsi de suite. Et le grand chaos, il est vraiment quand on te dit, ok, vous êtes guéri. Alors, ma tumeur, elle est non opérable, donc il la contrôle tous les ans. J'ai une photo de mon cerveau tous les ans, donc c'est déjà ça. Mais quelque part, tout le monde peut être soumis à quelque chose. C'est pas tomber dans le mélodramatique, mais voilà, c'est apprendre à dire que ça fait partie de moi. Et après, c'est par contre, une fois que tout s'est arrêté, c'est le fameux « et maintenant ».
Qu'est-ce que je vais faire? Avant qu'on passe sur le et maintenant, il y a des choses que tu as dit que j'ai trouvé. Le parallèle, tu l'as peut-être fait volontairement ou pas, entre justement aborder cette épreuve-là comme une épreuve sportive. Ouais. Et en quoi le sport et ton expérience que tu avais déjà du triathlon t'a aidé à faire face à un en fait, événement comme ça. c'est de lâcher ce qui t'appartient de ce qui ne t'appartient pas. Okay. Et prendre la responsabilité de certaines choses, c'est-à-dire que il est de ma responsabilité je prends l'exemple du traitement, mais ça pourrait être dans tout dans la vie, de bien m'alimenter, de faire gaffe à mon sommeil, de faire gaffe à mon activité physique. Pour replacer aussi dans le contexte, je passe d'athlète de haut niveau à le défi, c'est de marcher 20 minutes par jour, parce que voilà, j'ai des lourds traitements aussi. Donc en fait, ça, c'est de ma responsabilité. C'est de ma responsabilité. Alors, je suis pas non plus comme, allez, je vais bien, tout va bien, voyons les choses. Ça s'appelle les dépressifs de la pensée positive. Donc, j'accepte qu'à des moments donnés, il y a des moments de peur, il y a des moments de doute. Mais rapidement, je leur laisse à leur juste place. Je fais pas comme si ça existait pas. Parce que ça m'appartient de construire ça. Ce qui ne m'appartient pas, c'est comment le traitement va fonctionner, comment la tumeur va se propager ou pas. Tout ça, ça ne m'appartient pas. Et donc, en fait, on lâche ce qui nous appartient pas, on arrête de s'énerver, on arrête d'avoir peur. Ensuite, ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'était d'être dans le moment présent, sachant que la projection du futur, ça se trouve, t'es mort. Tout comme la projection du futur, c'est OK, ça va bien se passer. Mais en fait, comme tu maîtrises pas, tu reviens dans le présent. Qu'est-ce que j'ai à faire là maintenant? Qui j'ai besoin d'être? Qu'est-ce que je dois faire? Le fameux avoir, qui est le résultat, on l'a pas. Et très souvent, on est toujours axé à, on veut avoir dans la vie, mais on n'est pas des avoirs humains, on est des êtres humains qui faisons des choses. Et ça, par contre, on le maîtrise à 100%. Donc, je pense que c'est ce parallèle-là qui a été, que j'ai vraiment pu faire du monde du sport de haut niveau et dans cette épreuve-là. Ok. Ouais. Ça me parle beaucoup parce qu'il y a vraiment ce côté, c'est où est-ce que j'ai de l'influence et sur quoi j'en ai pas. Exactement. Et où est-ce que je mets mon énergie, du coup. Et le côté aussi, j'ai le droit d'avoir peur, j'ai le droit de douter, j'ai le droit de pleurer, parce que c'est quand même un peu gore, hein, soyons honnêtes. Mais je me laisse pas non plus envahir par cette pensée-là. Voilà, je suis maître de ma pensée. Voilà, c'est vraiment c'est ça que je retiens vraiment sur cette aventure. Elle a pas été paradoxalement si désagréable que ça par rapport à l'après où on se dit waouh. Ouais. Et puis on sait pas où on va. Exactement. Ouais. Et du coup, ça fait lien avec ma question suivante. Il y a cet aspect de sur quoi j'ai de l'influence, et là où tu as de l'influence, d'après ce que je comprends aussi, c'est donc toi et ta carrière professionnelle. J'ai une carrière qui s'arrête. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Ouais, que je vais faire, alors. C'est quoi les choix que tu as fait? Je sais que parallèlement à ta carrière, tu as poursuivi des études en psychologie, en neurosciences, préparation mentale. Comment tu as intégré ça à ce moment-là dans ta vie et comment tu l'as transformé en ce que tu es aujourd'hui? Alors, au début, on pourrait toujours dire, maintenant c'est facile avec le recul, ce qui tue pas remplit fort, à moi de transformer tout ce qui m'arrive en une opportunité. À l'instant T, déjà, tu te dis, ce qui tue pas permet juste de prendre conscience qu'on est en vie. Et très sincèrement, au départ, je savais pas ce que j'avais concrètement envie de faire. Parce que à la toute base, j'ai des études en neurobiologie, donc j'ai un parcours scientifique à l'origine, mais ça me passionnait pas, étudier des cellules. Après, je me suis dit qu'un humain, c'était 10 000 milliards de cellules, donc c'était quand même plus fun. Et là, en fait, je me passionne beaucoup pour la psychologie. Et là, je me suis dit, ok, je vais reprendre mes études en psychologie, en préparation mentale à l'université. Et mais ce chemin-là, il a vraiment mis 2 ans à se mettre en place. Ça n'a pas été, tiens, cool, je sais ce que je vais faire. Et à quel moment il est arrivé? C'était déjà quand tu étais sportive ou la bascule s'est faite vraiment au moment où tu as compris que les choses... Moi, je faisais partie des rares athlètes de haut niveau à faire des études en parallèle. Avec cette sensation de me dire, il y aura un après, il faut que tu aies quelque chose que tu aimes. J'étais aussi une des rares athlètes aussi à avoir vraiment pied sur terre pour le coup, parce que faut remettre dans le contexte, on est complètement désociabilisé, on vit dans un monde un peu parallèle, on était quand même plutôt bien payé pour ce qu'on faisait très sincèrement, même si c'était dur. Alors faut appartenir au top 10 mondial, hein, sinon t'en vis pas, hein, voilà bien sûr. Mais quelque part en fait dans la vraie vie, tu connais pas la vraie vie. Alors c'est marrant parce que c'était une vraie vie que j'avais, mais j'estime que c'était quelque chose de parallèle. T'es dans une bulle. Ouais, t'es dans une bulle. Mais moi j'avais très rapidement compris, notamment après les premiers Jeux Olympiques, que mon identité n'était pas celle de Marion athlète. Donc j'avais quand même déjà dissocié qui je suis de mes résultats. Ce qui est pas forcément évident parce qu'en sport de haut niveau, t'es aimé, t'es payé, t'es sponsorisé en fonction de tes résultats. Donc c'est très facile d'avoir un petit peu cette double identité qui se met. Je suis mon résultat, mais on le retrouve aussi dans la vie de tous les jours. Hein. C'est juste qu'en sport de haut niveau, tout est démultiplié, les ascenseurs émotionnels. Et là, à ce moment-là, donc moi j'avais quand même les études, j'avais dissocié mon identité, et malgré tout, ça n'a pas été si évident que ça. Et c'est de longues discussions aussi avec mon entraîneur de l'époque qui finalement m'a même accompagné finalement après parce qu'on avait plus des discussions philosophiques que on avait plus de discussions à avoir sur le seuil et la VMA et la force max, donc il fallait bien qu'on parle d'autres choses. Et qui m'a dit mais aujourd'hui en fait il m'a apporté une relativité au monde du sport de haut niveau. Il dit en fait
Ne vois plus le sport de haut niveau comme quelque chose de waouh. C'était juste une étape de ta vie, un moyen de t'exprimer toi. C'était un moyen. C'était pas voilà. Une finalité, Et finalement. il m'a clairement dit, tu verras dans 10 ans, tout le monde s'en foutra de ta carrière. Alors apparemment non, tu m'interroges dessus, mais moi ça m'intéresse. Mais personne se souviendra de tes titres et toi-même tu verras ce qu'il en est. Et il a raison, ma médaille mondiale, elle est dans une boîte en chaussures dans le garage quelque part. Donc en fait dans l'idée, apporte cette relativité à ça. C'était juste un moyen. À toi maintenant de trouver un autre moyen pour avoir de l'impact. Et aujourd'hui, le monde du sport de haut niveau a été peut-être parfois douloureux, mais il t'a beaucoup apporté. T'en as forcément tiré des choses. À toi maintenant d'en faire quelque chose. Et c'est là que m'est venue l'idée de me dire, j'ai trop envie de transmettre. J'aime beaucoup transmettre. Okay. J'aime beaucoup apporter. Et si mon histoire, en toute humilité, peut aider des personnes, si mon approche peut aider des personnes, pourquoi pas. Et j'en suis venue au fait que finalement, tu peux être mal barré au départ et te faire éclater la tronche à un départ de course à pied, comme quand j'avais l'âge de 7 ans, et finalement arriver à faire des grandes choses. Tu n'es pas champion, tu le deviens. Tout comme tu ne n'es pas parent, tu le deviens. Tu ne n'es pas entrepreneur, tu le deviens. Il y a vraiment un petit peu toutes ces choses-là. Et là, je me suis dit, ok, je vais reprendre la psychologie, comprendre comment l'humain fonctionne pour finalement que chacun puisse être la meilleure version de soi. Et c'est ça qui m'a en fait animé. Et aujourd'hui, ma vraie mission, c'est créer des success stories chez les gens, quoi. C'est ça en fait que j'adore. Ça c'est génial. Et du coup, comment tu t'es formé? Qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que tu as suivi un cursus particulier? Alors j'ai toujours deux cursus. Le cursus officiel, c'est-à-dire l'université, la fac de psycho, la diplôme de préparation mentale. J'ai également fait des formations en programme neurolinguistique parce que c'est dans la PNL, parce que c'est l'approche un peu scientifique, plus les études en neurosciences. Et après, l'étude un petit peu autodidacte et puis terrain. Voilà. Je pense qu'il faut toujours associer vraiment les deux. Je pense qu'il faut pas s'enfermer en disant, moi, je suis que autodidacte, la vie est mon école. Je pense qu'il faut quand même des bases un peu solides sur certains. Des bases solides et puis, une procédure pour accompagner la personne. Mais, c'est pas non plus être esclave de l'étudiant éternel qui, est que dans la maîtrise des choses et, ne joue jamais sur les deux. Ok. Et du coup, aujourd'hui, tu accompagnes plutôt des dirigeants, des managers, des cadres, dans ce que l'on appelle grossièrement la préparation mentale. Ouais. Et c'est vrai que c'est un mot qu'on entend souvent, mais on a du mal à savoir ce qui se cache derrière. Et quel parallèle, toi, tu vas faire entre justement la préparation peut-être mentale et physique d'un athlète de haut niveau et la préparation d'un professionnel au sens plus large? Alors, c'est vrai que moi non plus, je sais jamais comment on définit la préparation mentale. C'est comme les mots coach, coaching, préparateur mental, consultant, mentorat, tutorat. On sait pas trop. On va dire que quoi qu'il en soit, c'est des gens. Alors déjà, le parallèle entre un cadre, un dirigeant, un manager, mais même un particulier, un entrepreneur. Bon, le point commun avec un sportif de haut niveau, c'est un humain. Voilà, déjà. La base. On va juste partir. Moi, je m'intéresse à l'individu. Après, quand on prend la notion de performance, c'est ce que j'avais pu remarquer dans ma carrière d'athlète, c'est que si on prend à très haut niveau, finalement, tout le monde a plus ou moins les mêmes capacités physiologiques. À très haut niveau, tout le monde est doué, tout le monde est travailleur, on va pas se mentir. Après, on a le même accès au matériel, aux technologies d'entraînement, aux technologies de récupération, tout ça. On a tout pareil. Ce qui va juste différencier un athlète d'une autre, c'est son mental. Et dans le mental, il y a l'interne et puis il y a l'externe. Cette capacité au savoir s'entourer, savoir créer les bons écosystèmes aussi. C'est soi et l'écosystème. C'est un peu comme le pingouin. Il faut qu'il apprenne à vivre dans la banquise. Donc il y a la psychologie du pingouin et ensuite l'environnement dans lequel il va être. Et donc finalement, l'humain c'est pareil, c'est qui il est et comment il va créer son écosystème. Donc là l'idée, quand je vais travailler en préparation mentale, c'est d'arriver à dire que le mental va être un des facteurs qui va aider à prendre les bonnes décisions, saisir les bonnes opportunités, comprendre pourquoi à des moments donnés, ça on a au fond de nous envie de le faire mais qu'on ne le fait pas. Et il suffit pas de dire taka, sinon dans ce cas-là, on sortirait un livret des taka. Où il faut. Et taka, il y a qu'un faucon. Et comme ça, tout le monde serait accompli, pleinement heureux et oserait tout. Donc ça veut dire que c'est plus complexe dans le cerveau et c'est ça qui est chouette. Et j'ai tellement vu aussi des athlètes qui étaient profondément doués, mais qui avaient une capacité à s'auto-saboter. Des athlètes sur lesquels on aurait dit pas forcément miser sur eux, mais ils ont su saisir l'opportunité, le bon jour, au bon moment. Donc en fait, je me suis dit mais tout ça c'est beaucoup dans la tête. Après en sport de haut niveau, surtout les sports d'endurance, bon, la VMA joue un peu, mais si on isole cet aspect-là et qu'on prend sur le mental, ça peut énormément jouer. Ok. Ça, c'est super intéressant. Et du coup, maintenant, tu t'éclates à accompagner, on va dire, des gens avec des profils qui sont pas forcément des sportifs. Et selon toi, du coup, il y a un écho entre ces deux univers. Il y a quand même des gros parallèles à tirer. C'est quoi ces parallèles pour toi vraiment qu'on peut, de manière peut-être concrète, qu'on peut tirer? Moi déjà, la première chose, c'est que je pense qu'on a tous la responsabilité d'être la meilleure version de soi-même. 1, pour soi, 2, pour ses proches, et 3, pour les autres.
quelqu'un qui est la meilleure version de soi est franchement moins chiant. Ouais. Donc je pense que déjà, ça devrait déjà être une première responsabilité à se prendre. Déjà, première chose. Ensuite, quelque part, donc déjà, cette responsabilité d'être la meilleure version de soi. Ça, c'est cette première chose. Ensuite, finalement, si tu regardes la vie, mais que ce soit de n'importe qui, en fait, on est tous soumis à prendre des décisions, à comprendre notre mode de fonctionnement et arrêter de fonctionner à l'envers. C'est un peu comme un cadenas. Si je te donne les chiffres, mais pas dans le bon ordre, ça va bloquer. Donc, on a tous notre combinaison, on a tous notre code à craquer quelque part, notre mode de fonctionnement, sans tomber dans le moi qui est toujours fait comme ça. Voilà. Donc, mais connaître vraiment son mode de fonctionnement. On a tous des objectifs, petits, grands ou autres, mais peu importe. Chacun a ses propres petits challenges internes. Des fois, il y en a, on se les avouer, d'autres pas. Mais au fond, nous, on a tous des petites aspirations. Ensuite, on a tous des émotions à gérer. C'est pas tous les jours toujours facile. On voit même quand on est parent, on a l'impression que les décibels. On voit vraiment tous les jours quand on est parent. On a l'impression que les décibels de nos enfants évoluent selon notre état, alors que c'est toujours les mêmes décibels le soir quand on rentre à la maison. Mais dans l'idée, voilà, donc il y a ces prises de décision, il y a cette gestion des émotions, il y a savoir créer en fait toutes les bonnes routines qui vont nous amener à performer. Et ce que j'entends par performance, c'est voilà, comme on dit, c'est utiliser son plein potentiel. Il va forcément y avoir des remises en question, il va forcément y avoir des leviers de motivation. On se lève pas tous les jours ultra motivé, mais malgré tout, il y a quand même des choses à faire. Donc à quel moment je me dis faut pas pousser trop parce que je suis en train de m'éloigner et c'est délétère pour moi. À quel moment il faut se mettre le petit coup de pied aux fesses et malgré tout faire. On a tous soumis à des peurs. Enfin, donc finalement, c'est le quotidien de tout le monde. C'est juste qu'en sport, c'est ultra exacerbé. C'est juste que ça se voit beaucoup. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Ok. Alors, dans ce podcast, dans Ose, on explore justement les instants où tout bascule. Ouais. Il y a ce moment un petit peu charnière. On a une petite idée peut-être de toi à quel moment il est arrivé, mais est-ce qu'il y a eu vraiment un déclic très précis qui fait que tu t'es dit à ce moment-là, ok, bah le sport, ça va être une partie de ma vie que je vais laisser, puis je vais me concentrer sur autre chose, ce nouvel autre chose que tu as construit. Alors moi le sport, comme dit, il a été imposé par l'extérieur et ça a été ça. D'ailleurs, c'est marrant, c'est sur ça que j'ai dû le plus travailler, parce qu'au départ pour moi, j'étais beaucoup dans l'optique de t'es responsable de ce qui t'arrive, donc je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait pour, alors qu'en fait je me suis rendu compte que ça ne m'appartenait pas. Ma seule responsabilité c'est d'en faire quelque chose. Donc la tumeur au cerveau m'a mis un clap de fin, donc ça a été forcément un pivot. Mais tout comme il y a eu un premier pivot après mes premiers Jeux Olympiques, le pivot quand je suis partie sur le circuit américain, la tumeur, être mère a été aussi un pivot, parce que à un moment donné on se dit maintenant c'est voilà. Donc en fait je pense qu'on a vraiment des cycles dans nos vies. Si on regarde les vies de chacun, c'est toujours tous les 3, 4, 5 ans, il se passe quelque chose, à nous d'en saisir pour peut-être faire différemment et mieux. Donc oui, il y a eu forcément plusieurs pivots et il y en aura forcément un bientôt. Ouais, a priori. A priori, normalement. Tu parlais justement au moment du pivot que t'avais noué une relation un peu différente, c'est avec ton coach, hein, c'est ça que tu me disais tout à l'heure, que sur des sujets qui sortaient un petit peu du sport. Ouais. Est-ce que tu as eu d'autres personnes qui sont intervenues ou à ces moments-là des mentors, des coachs, des formateurs, des personnes que tu as rencontrées qui t'ont aidé ou en tout cas qui t'ont mis peut-être le pied à l'étrier pour faire cette bascule? C'est la question parce qu'on se dit mince, si j'en oublie un. Il va être très déçu. En fait, ma grand-mère m'a toujours dit, peu importe la personne, écoute toujours ce qu'elle a à te dire. Te laisse pas non plus trop influencer parce que n'écoute pas les conseils de quelqu'un qui n'est pas là où tu voudrais être. Donc voilà, ça c'est les fameux on m'a dit que, donc faut attention du on. Mais en effet, dans l'histoire de chacun, tu as quelque chose à comprendre. Et moi j'ai toujours vraiment écouté tout le monde. Évidemment, je me suis formée auprès de mentors, je me suis parfois des fois aussi j'ai avoir écouté des podcasts. Je trouve que le podcast m'a été aussi des moments révélateurs parce qu'on se dit quelque part oui, ça entraîne le cerveau. Donc on va dire que chaque rencontre, j'ai toujours tiré quelque chose de toutes les échanges que j'ai pu avoir, un peu comme là. Ouais, c'est génial. Mais bien sûr, on a toujours à prendre quelque chose, c'est de qui on le prend. De qui on le prend et même des fois regarde à une autre échelle, des fois les bons donneurs de leçons, c'est tes enfants. Tu te dis, il a raison. Ouais, il voit ça comme ça, lui. Ah ouais, d'accord, ok. J'ai une question je me pose la question avant qu'on démarre l'émission. Est-ce qu'il y a une idée reçue, un mythe sur ton métier et peut-être l'univers plus large, on va dire du sport, mais on va dire de l'être humain, que t'aimerais un peu débunker ou que t'aimerais casser, des choses qu'on entend, tu sais. Il y en a dans beaucoup de domaines. Hein, j'en vois un petit peu deux. Déjà, le premier, c'est que en fait, quand je parle avec quelqu'un, je suis pas en train de l'analyser en niveau psycho-comportemental. Donc voilà. Ah ouais, ça se trouve, elle va m'analyser. En fait, on le discute juste, c'est tout. C'est ça, c'est tout, je m'en fous. Tu vois, le cerveau, il est, voilà, c'est autre chose. Et après, la notion de, en gros, t'as le mental ou t'as pas le mental, quoi. Et ah oui, ok. Un peu t'es né pour réussir ou t'es pas né pour réussir. Ouais, voilà. Okay. C'est en fait, tu n'es pas, c'est pas à la maternité où toi t'auras le mental, toi t'auras pas le mental. On voit des tas de choses sur des
des gens qui peuvent avoir une enfance hyper à l'aise, très dans la compréhension, dans l'écoute, dans l'amour, et finalement mentalement il y a des trucs qui vont bugger. À l'inverse, mentalement rien va bugger. D'autres personnes qui vivent dans un environnement de galère, qui toute la vie en s'en victimisent, ou à l'inverse dans un galère et en font vraiment quelque chose. Donc après il y a ce qu'on décide de faire de ce qui nous est arrivé, mais il n'y a pas de toi tu vas réussir ou pas réussir. Et les choses s'acquièrent en fait. Il n'y a pas de, on peut avoir été et puis on peut avoir aussi des périodes compliquées dans sa vie et c'est pas pour autant qu'on n'a pas eu le mental. Voilà, c'est vraiment, on a tous cette possibilité d'y arriver. Vraiment. Ok. Et du coup, ça veut dire qu'on a des profils qui sont complètement différents. Des profils, j'imagine que toi, que tu accompagnes, qui sont différents, que tu analyses. Je vais décrypter une première fois et après on travaille. Parce que tu travailles avec des sportifs de haut niveau, avec des particuliers, avec des professionnels, des cadres, des dirigeants. Donc j'imagine des situations qui sont complètement différentes. Comment toi, tu adaptes tes méthodes de préparation mentale à ces différents publics? Moi, je pars déjà de l'individu. Et c'est ce que je disais un petit peu au début, quelque part, que ce soit un sportif de haut niveau, que ce soit un cadre, un dirigeant, un manager, une mère de famille, un entrepreneur, un adolescent, peu importe en fait, moi ce qui m'intéresse c'est l'individu. Parce que le reste c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il va faire, ok. Et en fait je pars de l'identité. L'identité gagnante, c'est-à-dire qu'en gros, l'individu, comment toi est-ce que tu fonctionnes. Et si tu prends, on va prendre un exemple qui est assez parlant, l'exemple dans une équipe, tu peux avoir deux joueurs qui jouent au même poste avec deux mentalités différentes. Ça veut dire qu'en gros, il va falloir que lui-même accepte d'être dans son identité et pas chercher à coller à une identité qui n'est pas la sienne. Parce que c'est là où il y a un dérèglement généralement des valeurs. Donc on part de l'individu, de qui il est vraiment, pour exprimer vraiment son ADN pleinement sur ça. Et après, on va l'aider à construire l'écosystème dans lequel lui va pouvoir s'accomplir pleinement. Tu vois, lion dans la savane, pingouin sur la banquise. On n'est pas un pingouin dans le désert. Et on assume d'être un pingouin. Ça ne marche pas. Ouais, voilà. Donc là, ça va être ça. Et après, oui, derrière, quelque part, la gestion des émotions, la prise de décision, la manière de fonctionner va être une fluidité. En fait, la préparation mentale, si tu pars vraiment de l'individu, et je trouve que c'est intéressant de remettre l'individu au cœur du système, et plus l'individu, allez, adapte-toi, quoi. Et est-ce qu'il y a des barrières mentales courantes que tu retrouves de manière un peu, pas générique, mais qui reviennent souvent? Je vais te prendre mon cas dans la prise de parole en public. Souvent, les gens ont peur de s'exprimer. Ils ont peur du regard des autres, ils ont peur du jugement, ils ont peur de se tromper. C'est quelque chose qui revient couramment. Est-ce que toi, dans ta discipline, il y a des choses qui reviennent un peu couramment? Ouais, on retrouve toujours, en fait, c'est toujours les mêmes peurs exprimées d'une manière différente. La peur de l'échec, la peur de ne pas être aimé, donc on va retrouver le rejet, on va retrouver l'humiliation, on va retrouver tout ça. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur de se décevoir. On retrouve toujours, en fait. Alors l'idée, c'est que ces peurs, elles ont une raison d'être, elles sont souvent liées à notre histoire, autant qu'elles sont pas liées à notre histoire. Des fois, c'est celle qu'on va se raconter. C'est comme, je sais pas, un jour, quelqu'un a décidé qu'il fallait avoir peur des araignées, donc tout le monde se met à avoir peur des araignées. Alors qu'en fait, je pense qu'il vaut mieux avoir peur d'un petit ours blanc. Pourtant, on va acheter des peluches ours blancs, mais jamais une peluche araignée. C'est assez rare. Donc, en fait, il y a toutes ces croyances. Et nous, l'idée, c'est de débâtir ces croyances sans casser l'histoire de la personne, puisqu'elle a ce vécu-là. Donc, en fait, on va identifier pourquoi tu te racontes ça. Ou pourquoi, quand tu es dans chaque situation, tu recrées ce schéma de répétition qui va en plus, alors ce qui est un peu con chez l'humain, c'est que il a cette croyance. Du coup, il va créer le schéma, et le schéma va lui dire, tu vois, j'avais raison. Biais de confirmation. Et donc, du coup, la fois d'après, comme biais de confirmation, il va recréer. Donc, il faut absolument arrêter ce cycle-là, et plutôt repartir dans l'optique de dire, ok, pourquoi je me raconte ça? Est-ce que finalement, ce que je me dis est vrai? Et on a rarement accès à la vérité. On a rarement accès finalement à la vérité, parce que la vérité, c'est ce qu'on décide de se raconter. C'est comme... face à toute situation, ok, telle situation est galère, non, il y en a qui vont trouver ça galère, il y en a qui vont trouver ça plutôt une source d'opportunité. Donc c'est vraiment d'arriver à trouver qu'est-ce qu'est la vérité. Comme il n'y a pas vérité, on neutralise. Ensuite, on va créer le chaos dans la croyance. Et si je pensais différemment, juste pour voir ce que ça donne, alors au début la personne ne le croit pas, mais à force de l'implémenter, on va créer la nouvelle croyance. Il y a cette croyance qui dit ça, il y a cette croyance qui dit l'inverse, et en fait on va neutraliser, et en fait on n'a plus cette fameuse croyance limitante. D'accord. Donc c'est ce qui permet d'avancer, de se transformer. C'est ce qui permet d'avancer et même de se découvrir sous un autre format, bien sûr. Une autre format, tout en restant soi, bien sûr. Et du coup, dans tes interventions, que ce soit en entreprise ou ici à la Clermont School of Business, comment toi tu contribues justement à ce développement un peu personnel, parce que il reste personnel aussi et professionnel des personnes que tu accompagnes? Alors, ce qu'on entend par le développement personnel, je mets un petit peu de choses. C'est-à-dire qu'il y a le développement personnel qui a eu un fort engouement ces dernières années en France.
Moi, je mets un tout petit bémol sur ça parce que le développement personnel classique, comme on peut le voir, hein, les livres, les méthodes 10 méthodes pour être heureux, et tu dis, je suis à la 9e méthode, j'y arrive toujours pas. Ça marche pas. 21 jours pour changer son habitude. Au bout de 20 jours, tu te dis, bien plus qu'un jour. Ou tu y es arrivé, mais 2 mois plus tard, tu y es plus. Donc, en fait, il y a vraiment il y a eu une vulgarisation du développement personnel et un accès facilité. Ça, c'est bien. Parce que ça a permis déjà un peu d'ouvrir les consciences. Attention sur ces méthodes-là, parce que justement, elles sont très génériques, très méthodes toutes faites. Et la difficulté, c'est que les gens essaient de coller à la méthode et ils ont l'impression que s'ils n'arrivent pas à appliquer cette méthode, le problème vient d'eux. Okay. C'est la fameuse douche froide à 5 heures du mat, oui. Les 40 minutes de méditation à 6 heures du matin. Les 10 000 pas par jour. Les 10 000 pas par jour, ouais, tout ça peut correspondre à un moment. Donc ça aide à passer un premier cap. Après, ça peut créer un plafond de verre. Et c'est pour ça que moi, ce que je mets le plus, et c'est ce qui est énorme aussi en sport de haut niveau, c'est qu'on individualise. Paradoxalement, tu vois, on était en équipe de France. On avait toutes plus ou moins le même niveau, le même calendrier de course, le même objectif. On avait en réalité que 30 à 40% de notre entraînement commun. Les 50 à 60 autres %, c'était de l'individualisation, de la personnalisation. Parce qu'on n'a pas toutes les mêmes capacités de récupération, la même appétence. Certaines aimaient les séances diverses, très, très variées, d'autres aimaient toujours ce cycle-là. Donc l'idée, c'est que c'est exactement pareil dans la psychologie. Il y a des fondamentaux, mais après, il faut absolument les personnaliser pour que l'individu puisse finalement acquérir des outils et un petit peu les designer, être l'architecte de sa propre vie. Ouais, bien sûr, parce qu'un outil qui marche pour toi marchera peut-être pas pour moi et inversement. Il y a des fondamentaux, mais en effet, et le problème c'est que si on s'acharne à dire mais allez tu dois machin de ça, il y a un moment où l'individu il va dire mais en fait le problème c'est moi, ça marche chez les autres mais pas chez moi. Pourquoi? Et du coup on en revient à moi je suis pas né pour réussir, moi je suis pas né pour réussir, et puis il y en a qui réussissent, et puis moi ci, et puis moi ça, et alors on va bien ressoulever tout dans l'enfance. Donc l'idée c'est d'aller dans une personnalisation, et c'est pour ça que mon métier il est important parce que la personnalisation avec ton propre œil, tu peux pas le faire puisque tu le fais avec tes biais à toi, tes perceptions à toi. Donc l'œil extérieur va permettre de redesigner et c'est là où on fait du sur-mesure, c'est ce qui nous rend unique et c'est ce qui nous rend performants. Ok, ça c'est bien résumé je trouve sur ton site parce qu'on peut lire cette citation où tu dis « Nous sommes libres d'agir pour devenir la meilleure version de nous-mêmes ». Ouais, libre. Et alors moi, encore, j'étais soft sur le site parce que nous avons la responsabilité d'agir. J'ai dû le tourner soft. ChatGPT m'a dit c'est un peu fort. Calme-toi Marion. Nous sommes libres. Tu vas faire peur mais aux gens. En effet, on est libre de le faire et c'est faux de croire que c'est pas possible. C'est faux de croire que on est trop jeune ou qu'on est trop vieux. On n'a pas eu les bons parents, la bonne enfance, la bonne école. On a tous vécu des traumas dans notre vie d'une façon ou d'une autre. Et ça laisse des cicatrices. Je suis vraiment pas dans l'optique de dire il passe au-dessus de ça. Ouais. Mais voilà, à nous maintenant d'en faire quelque chose. Et notre histoire peut aussi aider quelqu'un. Et là, il y a même derrière une responsabilité de contribution. Et on enlève un petit peu cet égoïsme de moi. Et au contraire, on va contribuer parce qu'on peut tous, je pense, à notre échelle, aider quelqu'un. L'idée, c'est pas d'être des sauveurs, mais c'est d'être des individus alignés qui inspirent les autres. Ok. J'ai l'impression du coup que cette philosophie-là de vie, elle te suit dans ta vie pro, mais aussi ta vie perso. Ouais, oui, ouais, ça infuse forcément entre les deux mondes. On est une seule et même personne. Ouais. Hein. Si on a une barrière en disant moi je suis comme ça dans le pro et je suis comme ça dans le perso. Ouais. Alors c'est vrai que si t'arrives chez toi et que tu mets tes affaires en boule et que tu t'assois sur le canapé et que tu pètes, bon peut-être qu'en entreprise c'est peut-être pas. Oui. Faut adapter ton comportement pour coller aux normes sociales. Ouais, mais après dans l'idée en effet. Si on est bien aligné, il n'y a pas de raison d'être comme ça avec telle personne, comme ça avec tel autre. Ça, c'est quand la peur nous paralyse et j'ai peur de pas être moi, donc je vais coller à ce qu'on attend de moi. Mais ça dure jamais. Ok. T'as eu un parcours très riche. Oui, peut-être. Et du coup, si j'entends ça, tu vois, on est remonté un petit peu 20 ans en arrière. Si justement tu pouvais reparler à la Marion d'il y a 20 ans, tu lui dirais quoi en une phrase? Que la sagesse c'est d'oser. Donc ose. Ah, génial. C'est le nom de ce podcast. Ose, c'est parfait. Tu vois, on est vraiment dans le thème. T'as une vie professionnelle qui est riche, on a entendu une vie de famille aussi qui est riche. Comment tu fais pour arriver à concilier justement un petit peu tous ces aspects de ta vie-là, garder ce fameux équilibre qui, on le sait, n'est pas toujours évident à gérer, surtout quand on est entrepreneur? Alors, l'équilibre, moi je le définis comme le déséquilibre permanent. Okay. J'ai lâché l'utopie de l'harmonie totale où tout est bien équilibré, tout ça, machin. J'ai eu donc moi je me suis séparée du papa de mes enfants, elles étaient vraiment toutes petites. J'ai eu au départ en garde majoritaire. Donc j'étais maman solo avec une petite de 5 mois et 2 ans à gérer en totalité et une boîte à créer. Donc il a fallu aussi faire des choix. Pendant un temps, c'est vrai que j'ai privilégié ma vie de famille, ma santé et la création de mon entreprise. Et en plein Covid, j'ai créé une deuxième boîte tellement ça marchait. Donc tout est possible même avec des enfants en bas âge. Et puis après, là aujourd'hui,
Ma société tourne, donc j'ai peut-être plus de temps pour une vie sociale. Mes enfants aussi sont une priorité parce que on m'a toujours dit, tu verras, le temps passe super vite. Alors j'ai pas dit, oh, les vieux ils disent tout ça. Je me dis, si les vieux le disent, c'est qu'il y a une raison. Donc, là, on a peut-être des choses à prendre de quelqu'un d'autre qui a du vécu. C'est intéressant. Et là, pour le coup, c'est vraiment aussi de privilégier. C'est vraiment des vrais temps de qualité avec mes enfants. Et en fait, c'est juste, par contre, c'est pas dans la politique minimaliste, mais d'avoir de la clarté sur ce que je veux vraiment et de pas me surcharger sur des choses qui ne font vraiment pas sens. Tu vois, c'est voilà. Est-ce que si ça, c'est en fait, moi, je raisonne dans ma vie. Alors ça peut paraître hyper dur, hein, je sais, mais temps, énergie et valeur. Le temps, quel est le temps que j'accorde sur chaque chose? Quelle énergie ça me prend et ça me donne? Et ensuite, quelle est la valeur? Temps, si je vais raisonner en termes d'entreprise financière, chiffre d'affaires, revenus, clairement, ou valeur sur est-ce que finalement, ce que je suis en train de faire là, c'est finalement dans ma valeur. Voilà, si je fais telle mission, mais que c'est pas du tout mon cœur de métier, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donc voilà, toujours raisonner temps, énergie, valeur. C'est une vraie conscientisation de tes décisions en fait. Exactement. Ça n'empêche pas d'être impulsif sur certains trucs, mais c'est quand même de se dire attention là, si je vais là-dessus, est-ce que c'est vraiment de structurer pertinent pour justement en fait moi plus je structure, plus je suis connecté à tout ce qui est innovation, créativité et rêverie. C'est un peu des caractéristiques. Je mets juste un bémol parce que j'ai fait un gâteau yaourt avec une de mes filles et c'est marrant parce que je pense on éduque une forme de philosophie. Elles auront leur route à elles, prendront leurs propres décisions. Elles, des fois, elles feront totalement l'opposé de moi, j'imagine. Des fois, peut-être elles redupliqueront, j'en sais rien. Mais j'ai ma petite de 7 ans qui m'a dit que c'est vrai que le gâteau était un peu trop cuit. Et elle m'a dit, tu vois, tu dis toujours temps, énergie et valeur. On a passé beaucoup de temps ensemble, c'était chouette, beaucoup d'énergie, mais je crois que ta valeur, c'est pas les gâteaux yaourt. Donc voilà, comme quoi. Mais par contre, ça a été compensé par un moment en famille. Ok. Donc on s'y retrouve malgré tout à l'équilibre. Malgré qu'il n'était vraiment pas bon. Mais c'était une belle aventure. Tu parlais juste avant de vie sociale. C'est quoi les occupations de Marion quand elle n'est pas en train de préparer des professionnels ou de faire des gâteaux avec ses enfants? Est-ce que tu as des loisirs? Alors les gâteaux c'est très rare. Gâteaux c'est très rare, d'accord. Oui. Je me permets de le placer là parce que comme ça au moins on dira cool elle est maman gâteau. Non, alors moi j'ai un aspect très rêverie, assez solitaire aussi. J'aime les gens mais pas trop. Alors si j'aime les gens mais voilà, j'ai quand même besoin vraiment de mon espace vital. Je peux passer des heures sur des sites de décoration. Chez moi j'ai conçu ma maison de A à Z, dans le design, dans les demi cloisons ou autres, beaucoup de temps dans le jardin, promener le chien et simplement regarder la nature. Et après voilà, j'ai un petit cercle d'amis, il doit y avoir allez, ils passent même pas sur les 10 doigts de la main. Et voilà, c'est ce temps vraiment de qualité sur ça. Donc beaucoup de rêveries, beaucoup de voilà. Ouais. Toujours un peu de sport? Oui, alors c'est oui c'est parce qu'en fait ça fait pour moi ça fait vraiment partie de l'hygiène de vie. Tu vois, même dit qu'il faut se laver, le sport nettoie un peu les cellules, donc c'est bien. Hein. Si on reste trop assis, on va finir comme des marécages. Hein. On fait de 80% d'eau, donc attention. Bouger un peu. Et en effet quasiment tous les jours en fait. Alors ce qui paraît beaucoup pour des gens, mais moi mon quotidien quand j'étais athlète de haut niveau, c'était 2 à 3 fois par jour, tous les jours, 340 jours par an. Donc finalement une demi-heure à 1 heure par jour. Je me laisse quand même un jour de repos. Avant, je me disais, non, il faut que tu le fasses, machin bidule. Mais je me suis rendu compte que passé 40 ans, ça m'acidifiait plus que ce que ça m'a apporté. Donc, 5-6 fois par semaine, l'activité. Ah oui, donc ça reste, pour le, entre guillemets, le commun des mortels comme nous, ça peut paraître un peu intense. Ça paraît aussi. Mon corps a été préparé à ça. Mais par contre, il y a plus du tout de notion de compétition, de résultats, de performance. On va dire que ça, je le transpose vraiment plus dans mon entreprise, ce challenge-là, parce que je suis restée une compétitrice, donc j'adore créer des produits, j'adore faire des lancements, j'adore challenger, développer ton activité, des gros contrats, ça j'adore. Après, dans le sport, sincèrement, quand ça fait mal, en fait, je marche, je cours, et puis je me dis, attends, je vais marcher jusqu'à l'arbre là-bas, ça ira bien. Voilà, donc il y a plutôt ce côté vraiment purement hygiène. Okay. Et puis d'un point de vue santé aussi, je peux pas me permettre de pousser mon corps, ce serait le mettre en danger. Oui, bien sûr. Voilà, par rapport à avec l'équilibre, évidemment. Mais ça fait bien. Ok, cool. Je te propose un petit défi, 1 minute chrono pour répondre à un maximum de questions. Ok, on met tout ça, alors c'est parti. Donc on répond, j'allais dire sans trop réfléchir, à l'instinct. Ok. Voilà, ça marche. Ça me correspond. T'es prête? Parfait. Allez, c'est parti. Marion, ton film ou ta série culte? Toy Story. Toy Story, le pays que tu as adoré visiter? J'ai des racines italiennes, l'Italie. Ah, tu es plutôt du matin ou du soir? Du matin. Du matin. Le super pouvoir que tu rêverais d'avoir? Ah, des fois, c'est de mettre pause et de pouvoir rembobiner. Ok. Et de recommencer. Un objet que tu emportes partout? Ça craint, mon téléphone. Ouais, comme tout le monde. La compétence qui te sert tous les jours? Cette capacité à
à croire que tout est toujours possible et d'avoir de la vision. Un mot que tu détestes entendre. J'aurais dû. J'aurais dû. Ce qui te motive le lundi matin. Alors, j'ai pas de notion de jour de semaine. Donc, ce qui me motive, c'est de me dire qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui. Le pire conseil pro qu'on t'ait donné. D'être quelqu'un d'autre. D'étouffer ma personnalité, d'être colle au moule, quoi. Ok. Et la dernière, une personne qui t'inspire au quotidien. Bon, ce qui me vient là, Taylor Swift. Allez. Taylor Swift. Ah, génial. On arrive tranquillement sur la fin de ce podcast. Je te propose, pour terminer, est-ce qu'il y a un conseil ou peut-être un, deux, allez, on va dire 3, nous on aime bien le chiffre 3. Ouais. Conseil, quelque chose de très pratique. Voilà, activable, quelqu'un qui se retrouve dans une situation, peut-être qu'il est bloqué, qui a besoin, on a parlé de mentor, on a parlé de formation, on a parlé de coach. Qu'est-ce que tu conseillerais à ces personnes-là pour faire un premier pas peut-être vers une transformation? Alors, moi je conseille pas les gens, je leur dis pas il faut autre, mais peut-être si je peux leur partager, quand je suis sortie des traitements médicaux, enfin des traitements de la tumeur, je me suis dit, ok, ne vis pas la vie de quelqu'un d'autre. Après, il y avait aussi, l'identité. Ne sois pas le fruit de l'opinion publique. C'est pas parce que les gens vont te dire que ça, c'est possible, pas possible, t'es pas obligé de les croire. Et enfin, c'est vraiment de suivre son cœur, son intuition, parce que dans le fond, ils savent vraiment la personne qu'on a envie d'être. Et aujourd'hui, ne pas rester seul. Il y a plein de manières de se faire accompagner. Voilà ce que je dirais. Ok, super. Et si tu avais une action très concrète, alors je sais que c'est un peu large parce que ça dépend des situations de quelqu'un. Moi, j'aime bien dire, c'est déjà de se mettre en mouvement. Parce que le fait de rester à rien faire et juste de conscientiser, de réfléchir, c'est pas ce qui fait avancer. Quelle serait peut-être l'action concrète que tu pourrais nous proposer, ou proposer en tout cas aux éditeurs? Au fond de soi, comme je dis, on sait ce qu'on aurait envie, Et en fait, c'est de se dire, ok, peut-être ça paraît énorme. C'est comme si on te demande de manger un éléphant. Tu dis, c'est trop galère. Par contre, tu sais que si tu te fais un steak d'éléphant un petit peu tous les jours, ça peut finir par le faire. Donc, quel est le petit pas qui me permettrait de me rapprocher de la version que j'ai envie d'être et de pas hésiter à projeter qui j'ai envie d'être? On fait des tas de to-do list, on fait des tas de gestion de projet, sauf qu'on a oublié qu'en fait, le personnage principal de notre vie, c'était nous. Et s'écouter de savoir, mais dans le fond, qui j'ai envie d'être et quelle est l'attitude et l'intention que je peux mettre pour me rapprocher de cette personne-là et qui, juste aujourd'hui, un petit pas et un autre, par principe d'effet cumulé, je pense qu'on peut tous devenir la personne qu'on a décidé d'être. C'est ma croyance. Mais n'empêche qu'elle marche. N'empêche qu'elle marche. Et ben on terminera là-dessus. Merci beaucoup Marion d'avoir passé ce temps avec moi. Merci beaucoup. À très bientôt. Super. Ose, c'est terminé pour aujourd'hui. Si l'histoire que vous venez d'écouter a éveillé en vous l'envie de vous former pour faire bouger votre carrière, je vous invite à vous rendre sur le site de Clermont School of Business. Vous trouverez toutes les informations nécessaires pour vous faire accompagner et enclencher votre transformation. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.